Allora, anzitutto si tratta di due personaggi che non hanno bisogno di grandi presentazioni perché sono molto noti per il loro percorso intellettuale. Carlo Ossola è professore al Collège de France da diversi anni, dopo aver insegnato a Torino, dopo aver diretto, se non sbaglio, l'Istituto di Cultura Italiana a Lugano, insomma, quindi ha una esperienza di studioso che è assolutamente straordinaria. Bruno Racine è un fine scrittore, ma al tempo stesso è per così dire, un manager culturale, è stato direttore di Villa Medici a Roma, è stato presidente del Centre Pompidou e della Bibliothèque Nationale, dunque una personalità di primo piano non soltanto per la qualità dei suoi libri, delle sue riflessioni, ma anche per le sue capacità di organizzatore culturale veramente di primissimo livello. Allora, questa sera, in questo senso, noi vi proponiamo un incontro abbastanza eccezionale, perché riunire due personalità di tale prestigio non avviene ogni giorno. Il punto di partenza di questo incontro è il libro che è uscito l'anno scorso, dunque no, nel 2017, in lingua italiana, Europa ritrovata, geografie e miti del vecchio continente, edito da Vita e Pensiero. Il libro è stato tradotto in francese e l'edizione francese è uscita nel 2018 con un titolo completamente diverso. Allora, questo è mi sembra un tema abbastanza stimolante per aprire la nostra discussione di questa sera. Europa ritrovata, evidentemente il titolo originale in italiano voleva esprimere un sentimento di speranza rivolto nei confronti di una costruzione istituzionale europea che in questo periodo incontra alcune difficoltà piuttosto serie. Il titolo francese, Fable d'identité pour retrouver l'Europe, è alquanto più prudente, ma devo aggiungere che, essendo stato anch'io autore di un libro sull'Europa che è uscito nel 2014, quindi un po' meno di 5 anni fa, devo dire che ricordo che da parte dell'editore c'erano forti perplessità a inserire la parola Europa nel titolo, quindi le riserve degli editori sull'inserimento di questa parola nella copertina e soprattutto nel titolo di un libro non dipendono necessariamente da un atteggiamento più o meno favorevole nei riguardi della costruzione europea, dipendono anche dalla sensazione che il pubblico possa interessarsi di più o di meno al libro sulla base di questa indicazione, di questo messaggio Europa. Apparentemente la parola Europa non spinge i potenziali lettori ad accapigliarsi per acquistare i libri. Dunque questa è una riflessione realistica della quale ovviamente gli editori non possono fare a meno di tenere conto. L'Europa. Allora, io non posso che ricordare questo libretto che avevo fatto con Piercarlo Padoan, che all'epoca era ministro dell'economia in Italia. Ecco, noi aprivamo dicendo l'Europa ci ricorda un po' quella canzone portata al successo da Edith Piaf, A quoi ça sert l'amour? Allora, l'amore comporta tanti inconvenienti, l'amore fa soffrire, l'amore instupidisce, ma al tempo stesso che cosa c'è di più bello che essere innamorati? E dunque l'Europa è una costruzione che è fragile, ma al tempo stesso è un sogno affascinante ed anche un impegno molto serio per chi ci crede. Naturalmente il libro di cui parliamo questa sera, Europa ritrovata in italiano, Fable d'identité in francese,
non è un libro sull'Europa politica, è un libro scritto da un fine uomo di lettere, ma al tempo stesso credo di non sbagliare nel ritenere che in queste riflessioni anche il discorso politico-istituzionale in qualche modo è presente, o comunque non è assente, perché Carlo Ossola mi sembra essere uno di coloro che si sono veramente appassionati al sogno europeo. Dunque un libro di cultura, ma indirettamente anche un messaggio. Ma insomma, io a questo punto credo che sia il momento di passare la parola a Bruno Racine, che ha letto con grande attenzione questo libro e che ci potrà fornire le sue notes de lecture. Alors, en italien ou en français, c'est comme tu veux. Plutôt en français, malheureusement, parce che il mio italiano non è così buono, purtroppo. Quindi, posso rispondere a domande fatte in italiano, questo non è un problema. Ma quand je l'ai lu en français, quindi ma réaction est dans ma langue maternelle. Alors, d'abord, je voudrais remercier la librairie pour son invitation, notre ami Michele aussi pour avoir pensé à ce dialogue avec une figure aussi éminente de la culture européenne, on peut le dire, et puis en présence de notre éditeur commun, Julien Brocard, qui amicalement est présent. Alors, ce livre est absolument passionnant. Je reviendrai peut-être sur la question de la différence des titres en français et en italien, ne serait-ce que parce que le titre italien « Europa ritrovata », je me suis demandé si la traduction c'est « Europe, la figure mythologique retrouvée », parce qu'elle est un peu loin dans nos souvenirs, ou si c'était l'Europe, géographique, politique, humaine, etc., ou les deux à la fois. Et il y a dans le sous-titre italien « Geografie e miti del vecchio continente », cette expression « il vecchio continente » qui est, comment dire, pleine d'affection, qui a une connotation émotive que j'aime. Parce que ce livre est une sorte d'hymne ou de déclaration d'amour aussi à l'Europe et à sa culture qui plonge de si loin. Alors c'est un livre, c'est un recueil en réalité. Il y a une série de 16 chroniques consacrées chacune à une ville ou un lieu, quelquefois même un lieu-dit européen, et il faut souligner que ces chroniques ont été publiées par Il Sole 24 Ore, et ça c'est une chose que les Français peuvent envier aux Italiens, c'est que le quotidien des affaires présente des pages culturelles probablement les plus riches d'Europe. Voilà, donc en lisant à chaque page de ce livre, je me suis fait cette remarque. Et puis, à la suite de ce voyage sur lequel je vais revenir, il y a un certain nombre de textes qui ont été prononcés, des conférences qui ont été prononcées ou des textes qui ont été publiés séparément et qui sont pour certains beaucoup plus d'une lecture plus exigeante parce que plus mobilisant des références philologiques parfois extrêmement peu... Guibert de Nogent, par exemple, du XIe siècle, je dois avouer que c'était un nom qui ne me disait pas grand-chose, et il y a bien d'autres exemples de ce type. Alors, ce qui est absolument passionnant, c'est en effet le choix, enfin ce parcours que fait Carlo Ossola en Europe, avec une toute petite incursion au-delà du Bosphore dans la Turquie moderne, à Ankara. C'est un parcours qui, symboliquement, part pas exactement de Bruxelles même, mais
du Grand Bruxelles, enfin je ne sais pas comment, enfin la région administrative de Bruxelles, Anderlecht. Donc c'est pas un hasard si on part d'un lieu périphérique de ce qui est censé être la capitale ou disons le chef-lieu de l'Union européenne, et il se termine, ça n'étonnera personne, à Rome, qui récapitule évidemment énormément de choses. Et c'est un parcours terrestre, il n'y a pas d'île dans votre voyage, même pas la Sicile, je dirais. Bon, de l'autre côté du détroit, vous n'êtes pas comme Ulysse, même si la référence à Ulysse et à Énée, évidemment, est directement ou via Dante est partout présente. Le voyage passe aussi par Lisbonne. Et c'est un peu ce qu'illustrait Michele. Même si l'actualité n'est pas présente massivement, mais elle affleure ici ou là, et en particulier à Lisbonne, où, à cause avec le fameux traité qui a remplacer, si je puis dire, la défunte Constitution européenne. Alors, au cours de ce périple, on passe par des lieux qui ne sont pas... Il y a Rome, naturellement, mais ce ne sont pas forcément les grandes destinations touristiques auxquelles on aurait pu s'attendre. Ce sont même parfois des petits points perdus dans la montagne, et encore dans la montagne, pas n'importe où, près de cols. On rappelle très justement que les montagnes séparent mais relient en même temps, et on le voit d'ailleurs sur la carte linguistique, on parle les mêmes langues souvent de part et d'autre des montagnes. C'est ce que vous appelez des... Il y a cette très jolie expression, les points, je l'ai lu en français, les points nodaux de l'Europe. C'est-à-dire ce sont des points où des fils, parfois très ténus ou très anciens, s'entrelacent au cours et ce depuis des millénaires. Alors, pour donner un exemple, vous parlez en fait c'est un couple, Saint-Benoît-sur-Loire et Germilly-des-Prés. Donc, bon, ce sont des lieux absolument magnifiques, mais finalement assez peu visités. Germilly-des-Prés, c'est avec sa mosaïque qui est une rareté en France, une sorte de rencontre entre le Byzance et l'époque carolingienne, et Saint-Benoît-sur-Loire qui a accueilli donc les reliques de Saint-Benoît, dont je n'ai pas besoin de dire père de l'Europe, etc., patron de l'Europe, détruite maintes et maintes fois, et où Max Jacob était venu passer une vie, et lui et sa famille ont été arrêtés, exterminés en 1944. Voilà, donc voilà le type même d'endroit où, qui nous emmène dans des directions extrêmement différentes. Mais il en va de même d'autres, pratiquement de chacun, donc je ne vais pas tous les citer. Et je dois dire qu'une des conséquences pratiques de la lecture du livre de Carlo Ossola, c'est de me donner envie d'aller voir cette église de Mario Botta et quelques autres lieux, qui ne sont pas forcément ceux auxquels on pense, et dont, pour certains, j'ai même carrément appris l'existence. Alors, ce voyage, c'est un voyage, je dirais, lettré. Vous y rencontrez des amis qui partagent vos passions, vos goûts. Vous y buvez du bon vin aussi. Il y a donc c'est une lecture aussi très c'est la philosophie, la manière du banquet un peu par moment, notamment lorsque vous arrivez en Hongrie, où j'apprends qu'à Pécs, je ne sais pas comment on le prononce en hongrois, qui est le lieu qui était l'avancée maximum des Ottomans en Europe. Il y a un centre œnologique où il y a un millier de cépages, et qu'en aucun autre endroit
endroits de la planète. Donc le vin aussi consubstantiel à la civilisation européenne, c'est peut-être un aspect peu développé, mais sous-jacent à votre idée. Alors évidemment, on fait ce parcours, on y rencontre, et on y rencontre très souvent, un certain nombre de grandes figures historiques. Alors ça commence avec Erasme, à Anderlecht, donc dans les environs de Bruxelles, mais j'ai cité Saint-Benoît, mais on peut aller jusqu'à Karl Marx quand vous allez, et à sa femme Jenny, quand vous vous rendez à Trèves, quand vous allez en Turquie, à Ankara, vous avez la grande plaque qui rappelle les hauts faits de l'empereur Auguste, mais on n'est pas loin des Galades de Saint-Paul. Saint-Augustin apparaît très souvent, et puis Pascal. Chez les Français, vous avez Rabelais, Montaigne et Pascal. Peut-être une petite prédilection pour Pascal, peut-être, mais Montaigne aussi, avec l'effet de miroir entre les deux. Donc toutes ces personnes, et puis vous en avez pour l'Europe centrale ou orientale, Joseph Roth, Stefan Zweig, qui apparaissent ici ou là, et omniprésent, vous avez Dante, évidemment, ça va sans dire également, mais ça sera plutôt dans les essais suivants, Virgile, et Homère et Virgile, c'est-à-dire les figures d'Ulysse et d'Énée. La tension, ça peut-être vous en direz, ce couple complémentaire, si je puis dire, et à partir certains côtés antithétiques forment Ulysse et Énée. Alors, je dirais que comme ça, d'une manière, j'allais dire, très simple, comme dans une conversation à bâton rompu, vous soulevez des questions fondamentales, les limites de l'Europe, par exemple. Oui, alors, le parcours, je dirais, mais c'est une question que je pose, hein. Même s'il y a cette petite incursion en Turquie, correspond assez largement à l'Europe de la chrétienté latine. C'est-à-dire que bon, il y a aussi Odessa qui est un petit peu hors limite, si je puis dire, mais Lviv, Lvov, Lemberg, c'est aussi, on est encore dans l'ère culturelle polonaise, autrichienne, voilà, et jusqu'à l'Irlande. Alors, et même le site grec qui est choisi, qui est Mistra, ce n'est pas le haut lieu de l'orthodoxie, c'est pas le mont Athos, c'était aussi la capitale de la principauté franque, Villehardouin, donc c'est encore un de ces points nodaux dont j'ai parlé. Donc ça c'est une question, parce qu'effectivement on voit bien que la question des limites de l'Europe, qu'on pense à l'Est, au monde slave orthodoxe, ou à la Turquie, dont l'aspiration millénaire a été d'être européenne et d'en être toujours rejetée, est posée. Et elle se pose aussi à l'intérieur de ses frontières. Vous signalez que Erasme, la figure qui domine, qui caractérise Anderlecht au début et qui a donné son nom à ces fameuses bourses qui font que les étudiants circulent d'un pied à l'autre, eh bien Anderlecht est limitrophe de Molenbeek, qui a été le foyer d'un radicalisme terroriste qui a frappé notre pays. Donc il y a aussi cette question que vous traitez alors dans un essai. Alors il y en a un qui est plus directement lié à une actualité italienne qui était peut-être législative, le droit du sol, droit du sang, mais de façon plus large. Et là c'est un débat alors qui est intéressant d'avoir, ou un échange qu'il est intéressant d'avoir ici, parce que on sent bien que vous êtes préoccupé par cette montée de xénophobie qu'on voit dans différents pays, y compris ceux que vous traversez,
la Turquie, la Hongrie, mais la liste est longue malheureusement. Et puis sans la aussi, on va les citer, d'ailleurs la conception, disons je dirais pour simplifier, la laïcité à la française, c'est-à-dire soyez comme nous et vous esquissez une sorte de moyen terme, ce que vous appelez les compatibilités réciproques. Alors je dirais, en disant, ça me faisait penser que la culture politique italienne est souvent plus, enfin, peut-être pas aujourd'hui, en ce moment même, enfin, mais est souvent plus sophistiquée que la nôtre. Et je pensais par exemple à cette théorie des convergences parallèles à l'époque des Aldo Moro, de Berlinguer. Enfin, il y a des formules comme cela qui sont conceptuellement très raffinées. La mise en œuvre pratique, elle est peut-être plus compliquée pour les compatibilités réciproques, mais là, on voit bien que vous êtes parfaitement conscient de cela. Alors je dirais peut-être qu'il faut que j'arrête mes notes de lecture pour qu'on puisse dialoguer. C'est une conscience, ce qui apparaît, c'est vraiment une conscience, je dirais, lettrée de l'Europe. Et on sent que votre passion, c'est la poésie beaucoup, enfin, et tout ce fond qui va depuis l'Antiquité la plus reculée à notre contemporanéité, en passant par le Moyen-Âge, car ça c'est très frappant aussi, ce Moyen-Âge qui est si peu lu ou étudié, est extrêmement présent dans ce livre, et par moments, alors, c'est par touche, à mon sens, la conscience tragique qu'on peut avoir de l'Europe, parce qu'évidemment, j'ai parlé de Max Jacob, déporté de Saint-Benoît-sur-Loire. Quand vous allez à Lviv, vous évoquez cette ville, Lemberg, qui a été beaucoup, enfin, un haut lieu de... On aurait pu choisir Vilnius aussi, ce qui était le même genre de ville d'ailleurs, hein, dont la population a été complètement modifiée par les guerres. Il y avait l'élite intellectuelle et aristocratique polonaise, une forte présence germanophone et autrichienne, une communauté juive considérable qui évidemment a disparu. Donc ça c'est un point. Et Odessa, quand vous parlez d'Odessa, d'ailleurs que vous trouvez une ville italienne, alors ça peut russe et italienne. Vous citez beaucoup de noms qui sont à peu près tous juifs, je pense. Alors les juifs d'Odessa ont été en partie assassinés pendant la guerre, mais pas comme à Lemberg ou à Vilnius. Mais je dirais que cette partie-là de l'Europe qui en a été quand même arrachée, est peu présent, dans ce livre-ci, est peu présent. Donc c'est une chose, elle est évoquée, mais vous ne vous étendez pas vraiment là-dessus. Mais je vous parle de cette conscience tragique, cette conscience douloureuse, parce qu'il y a aussi une conscience douloureuse de l'Europe, et peut-être encore plus aujourd'hui quand on voit l'idéal européen contesté ou même se déliter. Et vous signalez que, au fond, la première conscience que vous avez eue de l'Europe en tant qu'entité a été justement douloureuse. Si je vous ai bien lu, c'est 1956, la révolte hongroise, quand vous écoutez à la radio, enfin l'écrasement de ce mouvement, disons, sinon dans l'indifférence, pas vraiment dans l'indifférence, mais dans l'inaction, si je puis dire, du reste du monde. Donc voilà, ma question c'est, pourrait être celle-ci, enfin une question qu'en est-il justement de la dimension tragique de l'Europe, parce que tous les aspects évidemment de la civilisation européenne qui font sa grandeur, l'Europe comme réservoir de sagesse par exemple, tout ceci, il y a un envers ou un revers si je puis dire. L'Europe peut être aussi cruelle envers elle-même et envers le reste du monde, et la question des migrants que vous abordez, hein, évidemment, fait partie des
raisons pour lesquelles on peut s'interroger sur ce qu'est l'Europe aujourd'hui. Voilà, donc je vais peut-être m'en tenir à cette introduction. C'est un livre absolument passionnant et je le dis pas du tout par courtoisie du fait de l'exercice auquel nous prêtons. C'est un livre où on apprend aussi énormément de choses, même quand on pense ou on croit en savoir un certain nombre, y compris sur le plan de cette géographie intime, parce que les lieux que vous décrivez, que vous parcourez, sont des lieux qui vous parlent à vous et que vous appréhendez évidemment dans toutes sortes de dimensions auxquelles on ne pense pas nécessairement spontanément quand on s'y rend. Voilà, donc je ne peux que recommander, et j'attends évidemment avec impatience l'autre texte. Je voudrais, il y a quand même, j'ai dit, conscience tragique, il y a aussi quand même, je trouve, et c'est ça qui est rassurant, il n'y a aucune recette politique, naturellement, comme on va faire une union plus étroite. Vous ne proposez même pas un symbole, si je puis vous dites qu'il y a l'hymne à la joie qui est censé être le symbole de l'union, mais en fait c'est un peu, c'est pas tout à fait, c'est pas vraiment ancré dans des consciences, mais il y a, je pense, justement du fait que vous mobilisez à chaque étape cet énorme trésor effectivement de la civilisation européenne, une réserve aussi d'espoir. C'est d'ailleurs ce que vous dites, non pas quand vous êtes en Europe, mais quand vous êtes en Turquie, où je suppose que vous ne pouvez pas ne pas être sensible au fait que la Turquie en ce moment est plutôt dans une phase, disons, où son aspiration européenne est assez refoulée, et malgré la référence au mythe ottoman, enfin au passé ottoman qui était un passé d'empire multiculturel, même s'il est évidemment dominé par l'islam. Vous y faites allusion très pudique, c'est tout à fait dans votre manière, beaucoup de retenue. Vous dites on me reprochera peut-être d'être allé à Ankara, mais voilà, l'espoir est là en pensant à Saint-Paul aussi et à Auguste. Et à la mosquée en Hongrie, ou à Fréjus d'ailleurs, qui est vide, vous le signalez, parce que Fréjus aussi, vous ne vous attendez pas à ce que ça soit mis en valeur comme ça l'est dans le texte, malgré sa municipalité qui ne partage pas tout à fait vos valeurs, puisqu'il y a là une mosquée qui avait été faite pour les tirailleurs sénégalais et qui est un genre que je ne connais pas, vous voyez, ça fait un des lieux à aller découvrir, et qui est, paraît-il, une reproduction, enfin j'imagine, inspirée des mosquées de Tombouctou, de cette région qui est de toute beauté. Alors, il faut vraiment remercier Bruno Racine pour cette analyse qui témoigne de sa lecture très attentive du livre de Carlo Ossola. Moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié son éloge de la désinvolture quasiment acrobatique avec laquelle l'auteur de ce livre a été capable d'évoluer dans le temps et dans l'espace. Ça, c'est très intéressant. Aussi, le fait que l'Europe présente un visage contradictoire, dramatique. C'est une sorte de personnage shakespearien. Donc ça aussi, les réflexions sur le livre, nous avons la chance d'avoir l'éditeur français qui est ici présent. Peut-être on va lui... Non, il n'est pas responsable du titre. Non. De toute manière, c'est vrai que si l'on compare les deux titres, on a une perception différente du problème. Ce n'est pas la même approche. Alors là, c'est le moment d'écouter l'auteur, Carlo Ossola, qui va bien sûr répondre aux observations de Bruno Racine et nous donner son interprétation de son propre livre. Alors d'abord, merci d'être accueilli ici à la librairie italienne et d'être entouré par
des voix si pleines d'autorité et d'expérience. Alors je répondrai tout de suite aux questions que vous avez posées et qui sont en effet centrales dans le tissage de ce livre. Tout d'abord, le titre italien, Europa ritrovata. Oui, j'avais choisi ce titre parce que la Scala de Milan fut inaugurée 15 ans avant la Révolution française par une pièce, un opéra de Salieri, le concurrent ennemi de Mozart, dont le titre était précisément Europa riconosciuta. C'est-à-dire, dans le mythe d'Europe, comme vous le savez, Europe ne se retrouve, on ne la trouve plus. Elle n'est plus là, et le roi envoie des ministres, des émissaires la chercher, en leur promettant que s'ils ne trouvent pas, il aurait coupé la tête au retour. Ce qui fait que les ministres restent dans les lieux où ils n'ont pas trouvé Europe, en fondant des nouvelles Europes, ce qui explique, je le dis un moment, plusieurs Paris aux États-Unis, les nombreuses New Orleans, etc. N'est-ce pas? L'Europe est aussi sont multiples dès le commencement du mythe. Alors je m'étais dit, bon, de Europa riconosciuta, on fait un pas supplémentaire et on dit, enfin, on a retrouvé l'Europe. C'était oppositif au sens du mythe, mais aussi au sens de la réalité que nous vivons. J'ai choisi, je dirais, exprès ces petits lieux pour montrer que l'Europe existe déjà, que c'est un piège de nos politiciens de nous faire croire que l'Europe n'existe pas. Elle existe non seulement dans les grandes villes capitales, où tous les avions arrivent, les TGV, etc., mais elle existe surtout dans les petits lieux pluriels où il y a une mosquée, il y a une synagogue, il y a des églises, il y a un opéra, il y a les thermes, etc. C'était, disons, la raison de ce choix. Deuxièmement, j'avais deux contraintes seulement, de commencer par Bruxelles, de terminer par Rome. Le journal m'avait laissé, après l'itinéraire que je voulais faire aurait été accepté. Je termine par Rome, mais là, vous avez la nouvelle Rome qui vient de paraître, les 100 mots de Rome de Bruno Racine, précisément. Et j'ai été très heureux de le lire pour deux raisons. D'abord parce que c'est un bon et élégant livre sur Rome au moment où Rome ne jouit pas de bonne presse, donc c'est un élément, je dirais, réconfortant pour le mythe de Rome. Et puis parce que j'ai le même problème des 100 mots qui m'étaient proposés pour Baudelaire. Et on regarde tout de suite avec quel mot on commence. Et là, vous m'avez inspiré parce que Rome commence à juste titre par Abbé Abbacchio. De sorte que ceci m'a donné l'idée de commencer pour Baudelaire avec Abbé également. Et pour Baudelaire, ce n'est pas Abbacchio évidemment, mais c'est abîme. C'est abîme. Parce que le mot de commencement est un mot décisif. Donc, voilà, nous voyageons ensemble dans ce continent. La deuxième question est vraiment très pointue. Je remercie de l'avoir posée. Pourquoi il n'y a pas d'île? En effet, traverser l'Europe, si on pense à la mer Égéenne, sans visiter une île, c'est, je dirais, un crime. Mais je m'étais réservé pour un troisième volume, je vous parlerai peut-être dont le titre italien serait Isolario Mediterraneo. Parce qu'en effet, dans ses commencements et aussi dans sa fin, tout se passe dans la Méditerranée. Les Phéniciens, pensons à l'île de Mozia, qui est encore aujourd'hui, face à Trapani, vraiment la grande source de la civilisation européenne, pour terminer à Patmos, le lieu de l'Apocalypse. S'il y aura Apocalypse, c'est l'auteur de Patmos. Donc, les îles, et surtout
oui. Je fais un mea culpa parce qu'il y a l'Irlande quand même. Oui, oui, oui. Il y a l'Irlande, Mais c'est pas la Méditerranée. Oui, mais c'est pourquoi je dis isolario méditerraneo, voilà. Et donc il y aura abondamment la Sicile, toute la mer Égéenne, Crète, etc. Mais ce sera pour l'avenir. Je dois vous dire que j'ai été du reste un peu réticent parce que j'avais fait un seul volume qui aurait dû avoir la géographie, les mythes et les incontournables. Et puis, les éditeurs italiens m'ont dit, mais vous savez, 400 pages aujourd'hui, personne ne va plus le lire, donc j'ai dû, malheureusement, partager en deux. Et en même temps, il y a eu un autre volume, chez Marsilio à Venise, dans le Vivier des comètes, c'est un vers de Paul Celan, le Vivier des comètes, donc le Vivier est un lieu petit mais qui ouvre des constellations, des comètes, etc. Et c'est la liste de ces 33 incontournables d'une identité européenne. Dommage, ils ne sont pas ensemble. Et enfin, il y aura ce troisième, tôt ou tard, sur les îles de la Méditerranée. Je vous remercie également pour l'autre question qui a été, oui, je l'avoue, un choix, à savoir, vous me dites à juste raison, au fond, votre Europe est une Europe qui est plutôt latino-chrétienne, pour ainsi dire, ou romano-chrétienne plutôt. Et oui, oui, parce que j'avais à l'esprit, c'est pourquoi en Grèce, en effet, j'ai choisi la partie, entre guillemets, venant des croisades, en somme. Et je n'ai pas choisi un lieu de la tradition gréco-byzantine. Les raisons sont multiples, mais sont essentiellement liées au fait que la tradition byzantine demanderait un livre autonome et riche qui irait éventuellement de Kiev, du patriarcat de Kiev, ou alors, si vous voulez, en effet, du mont Athos, jusqu'aux vieux croyants de Saint-Pétersbourg, si magnifiquement décrit par Lieshkov. Il faudra le faire. Il faudrait, du reste, mieux connaître que moi, c'est peut-être un autre auteur qui doit le faire, toute cette tradition. Je signale simplement en citoyen européen que nos journaux en Occident ont donné trop peu d'attention à un événement grave, on pourrait dire gravissime, dans la conscience orthodoxe, c'est-à-dire la séparation récente, il y a un mois, du patriarcat de Kiev par rapport au patriarcat de Moscou. C'est comme la réforme chez nous. C'est à peu près la même chose. C'est une unité profonde qui se scinde pour des raisons qui ne sont pas tellement religieuses, qui sont plutôt politiques. Et là, l'Europe a été un peu sourde parce que le problème de l'Ukraine, qui d'une certaine manière, si nous regardons l'Europe à partir des Urals, est central. C'est un lieu immense dans la géographie européenne. Du reste, dans mon voyage, je me suis aperçu que deux villes marginales qui n'ont à peu près jamais appartenu à l'Ukraine sont maintenant territoire de l'Ukraine, Lviv et Odessa, n'est-ce pas? Donc c'est un problème énorme et je crois qu'il faudra un peu réfléchir à cela, réécrire, étudier bon, le problème reste ouvert. Le problème reste ouvert. En effet, le passage à Ankara, c'était pour retrouver le Monumentum Anciranum, c'est-à-dire le testament d'Auguste qui ne se trouve pas ni à son tombeau à Rome, ni ailleurs en Europe, mais 3 exemplaires en Turquie, celle que nous appelons aujourd'hui la Turquie, l'Anatolie, il faudra dire l'Anatolie. Voilà. L'autre remarque que vous avez faite, c'est-à-dire une idée d'Europe qui douloureuse mais pas trop tragique, c'est vrai, je devais choisir, et c'est pourquoi je vous remercie, parce que vous me révélez un peu, d'une manière consciente, ce que j'ai fait d'une manière
quelquefois un peu inconsciente. Et c'est vrai que je signale, j'évoque des villes où il y a eu des pogroms, Livne, entre autres, hein, Odessa, mais je n'ai pas voulu trop y insister pour des raisons qui concernent en effet l'avenir. L'avenir, il faut le construire sur ce qui nous réunit, nous lie, et non pas sur ce qui nous a séparés. Ça ne signifie pas du tout l'oubli, et moins encore, comme on fait aujourd'hui, des répétitions des mêmes gestes avec d'autres formes, parce que les migrants sont traités de la même manière. L'Europe, il faudrait dénoncer du reste à la Cour européenne des droits de l'homme tous les pays, parce que le traité de Lisbonne que je cite prévoit dans les premiers articles qui ont été approuvés par tous les parlements européens dans un arc de 3 ans. Donc tous les parlements, à savoir les élus par la population, ont approuvé un traité qui, dans les 3 premiers articles, déclare la totale égalité de droits, de dignité et de possibilités pour les gens qui sont à l'intérieur ou qui arrivent à l'intérieur de nos pays. Donc, ce moment, l'Europe est, je dirais, dans un grave déficit moral. Et s'il y avait un peu plus d'autorité centrale, presque tous les pays européens devraient être sanctionnés, en réalité. Mais une attitude, en effet, qui aurait, je dirais, un horizon conscient et tragique, je me demande, en pensant à mes petits-enfants, à leur génération, c'est-à-dire aux jeunes nés après 2000, qui n'ont plus aucune mémoire de la Première Guerre mondiale, aucune de la Deuxième, aucune des exterminations, mais ils n'ont aucune mémoire de la seule guerre que les Européens se sont faites récemment, c'est-à-dire la guerre du Kosovo. Ça a été terrible, mais ils ont non seulement aucune mémoire, mais quand vous allez dans les écoles et vous parlez de la Première Guerre mondiale, c'est comme parler d'Hannibal à peu près. C'est-à-dire que, comme il n'y a plus, malheureusement, une transmission verticale de l'histoire, dans nos familles, enfin je parle pour la classe d'âge qui est la mienne, le grand-père avait été certainement dans la Première Guerre mondiale comme soldat ou officier. Le père ou la famille avait eu des soucis ou s'était engagé dans la Deuxième Guerre mondiale, et nous étions les fils de la paix. C'était un théorème facile, mais qui avait permis, en effet, de vivre avec une certaine euphorie sur l'avenir de l'Europe. Et j'avoue, puisqu'on est ici entre amis, je reconnais plusieurs visages, que j'enseignais tranquillement dans ma ville natale, à Turin, et quand j'ai eu la possibilité d'avoir cette occasion d'être élu au collège, je me suis dit, il faut le faire, parce que demain, nous aurons l'Europe, et il faut qu'il y ait une hybridation, qu'il y ait des Italiens à Paris, des Français à Rome, des Grecs à Londres, etc. L'Europe était, on croyait, après l'union monétaire, on revêt la Constitution. Du reste, il y a eu un très long parcours. La Commission présidée par Giscard d'Estaing et vice-président Giuliano Amato. On imaginait d'arriver assez rapidement à une Constitution européenne, alors que maintenant, nous avons déjà des craquelures. Nous vivons en Schengen, mais à peu près dans tous les pays, on vous demande désormais des papiers à la frontière. Ce qui est contradictoire, parce qu'à l'intérieur des pays européens, il ne faudrait pas le faire. La question des migrants est encore plus terrible, mais je dirais aussi que
la manière par laquelle ont été traités certains pays par les autorités centrales de l'Europe n'a pas été un bon témoignage. Je pense notamment à la Grèce. Si vous pensez que le produit brut de la Grèce équivaut au produit de la Bavière, pas de l'Allemagne, de la Bavière, ou de la Lombardie plus le Veneto, ou de l'Île-de-France, même pas de l'Île-de-France, c'est plus bas. Pourquoi faire une guerre comme ça quand tout le monde savait très bien que la dette grecque en termes absolus, c'est-à-dire pas en termes de pourcentage, mais en termes absolus, c'est-à-dire ce qui manque dans la poche, bien, à la Grèce manquait, je ne sais pas, 100 grammes, hein, un pain de beurre. Alors que nos pays ont une dette, justement l'Italie et la France ont une dette, l'Italie de 4 400 milliards d'euros, la France de 4 000 milliards d'euros. Là, alors il faut s'interroger, pas les pauvres Grecs qui ont fait vraiment une triste expérience je dirais, de cette centralisation européenne. Donc, ce sont les raisons qui m'ont dicté un choix, je ne dirais pas optimiste, parce qu'en effet, il y a plusieurs moments où ces crises européennes apparaissent, mais plutôt avec un axe, voilà, le vivier des comètes, un axe qui nous mène un peu au-delà. Vous avez évoqué Trier, Trèves. J'ai bien choisi Trèves parce que souvent quand on va en Allemagne, on entend les amis dire « aidez-nous ». Aidez-nous, nous ça signifie les gens qui sont en deçà du Rhin, donc qui partagent avec nous une tradition de présence de Rome, à ne pas céder au retour de la Prussie. On l'entend plusieurs fois. Hein. Dans cette ligne, j'ai longuement discuté avec les amis de Bonn, Köln, Trèves, Koblenz, etc. C'est une portion de Rome importante et eux-mêmes, ils voient cette espèce de, je dirais, de retour des fantômes prussiens. Alors, j'ai choisi Trèves, mais aussi pour rappeler, en citant le Marx domestique, que il ne faut pas lire, je dirais, les personnes à partir des méfaits que d'autres, bien plus tard, ont fait. Marx écrivait constamment à son épouse, qui appartenait à une famille aisée, von Westphalen, en allemand, mais en ajoutant des formules en français et en italien, comme la culture de l'époque le voulait. Et comme il était constamment en exil, une fois de l'Angleterre redescend à Trèves pour chercher de l'argent. Et son épouse lui dit « va voir les tels et tels ». Et Marx dit « j'ai vu tes parents, j'ai vu nos amis ». Et puis il continue cette liste qui était longue, et tutti quanti en italien. Or, tutti quanti est une formule mozartienne. Ça signifie qu'il lisait les libretti d'opéra, qui allait au théâtre avec Jenny von Westphalen, etc. Et du reste, quand les révolutions en Europe échouent en 1948-1949, son épouse écrit: on dit que nous avons suscité ces révolutions. J'aurais bien voulu pour Karl que les choses se passent comme cela. Non, il était en train d'écrire quand tout ça surgit spontanément et de la même manière spontanément a cessé. Dieu sait combien de générations il faudra encore attendre pour que l'idée de Karl puisse trouver un résultat, une ouverture, n'est-ce pas? C'était en réalité une conscience de gens de lumière, certes un peu radicaux, mais finalement
c'est plutôt dans cette tradition européenne de la pluralité, on ne pouvait pas se priver d'une bonne éducation. Voilà. Donc, Karl Marx n'était jamais dans ses écrits vulgaires. Il cite dans le Capital Dante en italien, parce qu'un Allemand cultivé devait lire Dante en italien, alors qu'il y avait la bonne traduction de Witte déjà. Voilà, c'est ce type d'Europe que j'ai voulu parcourir et que je souhaite pouvoir partager encore avec les jeunes. Certes, il y a des institutions qui n'existent plus ou très peu. J'avais écouté la conférence d'un géographe dans un colloque sur l'Europe, un géographe français qui avait montré les hauts lieux où l'Europe se retrouvait constamment pendant 3 siècles, du XVIe au XVIIIe, qui sont les grands siècles, en effet, je dirais, de la circulation européenne. C'était les collegia des jésuites, l'opéra, et juste un peu plus tard, jusqu'au XIXe, les thermes. Là, on retrouve aussi, à Baden-Baden, on retrouve, je dirais, grâce aux thermes, nous avons des chefs-d'œuvre, parce que Dostoïevski allait volontiers, perdait son argent, parce qu'il y avait, comme aujourd'hui, du reste dans les termes, il faut tuer le temps, donc il y a des jeux. Il perdait tout son argent, et alors il demandait des avances à ses éditeurs, et il était obligé après de fournir les chapitres de ses romans. Ce qui fait que, vraiment, 2 chefs-d'œuvre dostoïevskiens dépendent de cette existence, n'est-ce pas, de termes. Quand nous prenons ce dernier, les termes, c'est encore une fois la continuité exacte de la tradition romaine. Rome créait des forums, créait des termes, créait des routes, et c'est comme ça, en effet, que l'unité européenne s'est faite. Et enfin, puis je termine de ma part, je reste néanmoins optimiste, même si aujourd'hui l'Europe est à son niveau le plus bas je dirais, de conscience européenne. En Italie, je peux le dire en italien, je m'empêcherai de le dire dans un autre contexte. On est en train d'inoculer à un peuple qui est accueillant, pour des raisons simples. Dans toutes les familles, on a été migrants. Il n'y a plus d'Italiens en Argentine et aux États-Unis qu'en Italie même. On a été un peuple de migrants, donc c'est tout à fait naturel d'accueillir, comme on a été accueillis. Et en plus, il y a une raison historique. L'Italie est faite par des, on disait dans nos livres d'histoire, invasions, on pourrait dire migrations successives, qui vous permettent de voir encore aujourd'hui les monuments des Phéniciens, des Grecs, des Romains, des Longobards, des Vandales. Combien de gens au Pouilly ont des yeux azur magnifiques, mais parce que c'est la tradition des Longobards. Et puis encore les Arabes, les Espagnols, les Français, etc. C'est comme ça que s'est fait le tissu de la plupart de nos nations. Et on est en train d'inoculer la peur et la haine, et ça c'est vraiment un crime. Si la politique doit gérer, elle gère, mais si la politique doit créer des, je dirais, des infections, ben ça c'est plus politique. Alors, même si on est à ce niveau, un peu partout en Europe, vous avez évoqué l'Hongrie, on n'est pas mieux. La Pologne aussi a des sursauts qui ne sont pas agréables. Même cela ne me fait pas penser à un retour en arrière, pour des raisons, je dirais, simples et de fond. Personne ne pourra plus démanteler les compagnies low cost qui assurent aujourd'hui les liaisons essentielles pour les jeunes en toute Europe.
vous pouvez prendre avec un seul vol, passer de Bergamo à Alicante en Espagne, ou aller je sais pas, de n'importe quel, de Lyon à Timisoara, etc. Désormais, il n'y a aucun lieu d'Europe qui ne soit lié par ou bien une compagnie low cost ou bien par Flixbus, qui est la nouveauté que j'ai voulu expérimenter. Et je vous dis, c'est une aventure, une vraie aventure. Après, prenez 2 ou 3 fois un Flixbus et vous êtes rassuré sur l'avenir de l'Europe. Si après la compagnie fera faillite, il y aura d'autres qui vont assurer les chemins, mais c'est ça. Il y a Erasmus, fort heureusement. Les universités, désormais, comme c'est un savoir lent et très bureaucratisé aujourd'hui, une fois qu'une chose est entérinée, avant de la détruire, chers amis, il faudra des siècles. Alors, dès qu'on a des doctorats à double titre, dès qu'on a des licences, il y a même désormais des licences valables sur 3 pays. Bon, ça a demandé beaucoup de temps, la déclaration de Bologne, la déclaration de la Sorbonne, mais une fois que la chose est intégrée dans la structure universitaire, me semble-t-il difficile de la détruire. Et comme un principe, quand la vague des populistes sera enfin oubliée, c'est les gens qui ont fait des études qui devraient normalement gouverner, ne fût-ce que pour ne pas faire trop de fautes. Les jeunes d'aujourd'hui ont déjà tous ce type d'expérience. Et d'une certaine manière, les migrations intellectuelles, comme on les appelle, sont tout à fait utiles, favorables, nécessaires. Je pense que c'est aussi une manière, un peu pleine de fatigue quelquefois, mais c'est une manière pour créer l'Europe. Et puis pour terminer, je voudrais aussi vraiment vous remercier pour ces 100 mots de Rome, parce que je me demandais, moi-même, j'ai été favorisé du fait que je pouvais choisir un seul lieu. Donc j'ai choisi San Clemente parce qu'il y a du temps de Mitra, du temple de Mitra jusqu'à la Renaissance, il y a tous les âges, et je ne dirais pas toutes les religions, mais au moins 2, et même 3, parce qu'il y a aussi les Orrea qui étaient du Colisée, donc il y a Mitra, puis Rome païenne ou Rome romaine, et puis il y a la Rome chrétienne. Et là, je pense qu'on pourrait faire un peu la même chose comme vous avez proposé en liant le vécu vernaculaire, qui est la sève essentielle de chaque lieu, et aussi les grands éléments institutionnels. Ben, on pourrait le faire de la même manière pour l'Europe. Alors je propose à l'éditeur je crois que ça existe déjà, les 100 mots de l'Europe ou pas? Bon, voilà, alors 100 mots pour l'Europe, comme ça nous aurons des raisons supplémentaires pour avoir de l'espoir. Je vous remercie beaucoup. Beh, allora a questo punto direi che potremmo affidare le conclusioni a Bruno Racine, che ci ha fornito una lettura così attenta di questo libro e che ci ha lusingati tutti, direi, con la precisione delle sue osservazioni. C'est difficile de conclure un livre qui se veut justement une invitation à l'ouverture, mais dans tous les sens du terme. Alors il y a deux choses quand même que je pourrais mentionner parce qu'elles m'ont touché. La première, c'est le couple Karl Marx-Lénine. Voilà, et je suis très heureux qu'on soit marxiste ou non d'ailleurs, que vous ayez réintégré, si je puis dire, un Marx intime, si je puis dire, mais dans la conscience européenne,
et que c'est le dernier chapitre du livre, qui est d'ailleurs avec une pointe d'humour, ce corps de Lénine dont personne ne sait que faire, si je puis dire, et que vous le reliez d'une manière qui n'est pas scientifique, alors du coup, à des fresques de Monte Oliveto Maggiore, et on voit représenter ce miracle de Saint-Benoît face au corps d'un moine que la terre ne voulait pas accueillir. Mais grâce notamment à l'Eucharistie, tout va s'arranger, tandis que dans le cas de Lénine, évidemment, ce remède-là n'est pas applicable. Et puis l'autre, et puis ça c'est vraiment la conclusion, c'est Eros et Psyché. Voilà, des mythes les plus à la fois charmants et profonds. Donc la connaissance et le désir, ça donne la volupté, n'est-ce pas? La volupté est fille des amours d'Eros et de Cupidon et de Psyché. Et donc voilà, je veux dire, c'est ce livre-là, c'est un plaisir, une volupté de lecteur, où le désir et de connaissance notamment trouve très largement à s'appliquer. Voilà. Merci beaucoup.